Donc, merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté cette invitation. Groupe Récit anime chaque année une présentation de la loi de finances. Et cette année, nous avons souhaité coupler ça avec un sujet qui est un sujet d'actualité, qui est la facture électronique, qui est assez peu diffusée aujourd'hui, mais qui va l'être de plus en plus, car la législation change. Et donc, pour des raisons que je vais vous expliquer dans quelques minutes, on a souhaité consacrer une bonne partie de cette présentation à ce sujet-là. Donc, nous allons le faire en deux temps. Donc, une première partie sur la loi de finances qui va durer 10-15 minutes maximum, et une seconde partie sur la partie facture électronique. Donc, les intervenants, donc Jonathan Sendop, qui est associé au sein du cabinet Récit, expert comptable en charge du bureau de Savigny, et moi-même, donc Christophe Delambert, en charge des bureaux de Breuillet et Méréville, tout ceci dans l'Essonne. Peut-être un petit mot pour dire que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Voilà, Axel vient de mettre le message. Merci Axel. Pour dire que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on y répondra au plus tard à la fin, peut-être au fur et à mesure et au plus tard à la fin. Donc, on va commencer par la loi de finances. Alors, un élément un peu d'organisation législative. La loi de finances est un exercice annuel qui vient compléter le vote du budget par l'Assemblée nationale. Le processus est chaque année le même. Une année démarre le 1er janvier et termine le 31 décembre. Elle est ponctuée de lois de finances rectificatives qui sont souvent motivées par une actualité. Et le gouvernement présente un projet de loi de finances aux alentours du mois de septembre chaque année. Ce projet de loi de finances est amendé, modifié, et un calendrier assez serré nous amène jusqu'à la fin du mois de décembre par le vote, en règle générale, de 3 textes qui sont une dernière loi de finances rectificative pour l'année 2022, une loi de finances pour l'année 2023 et une loi de financement de la sécurité sociale. Donc, en règle générale, nous nous focalisons plutôt sur la partie loi de finances, et vous le verrez, on fait également des rappels, parce que c'est l'occasion aussi de faire des rappels sur une loi de finances, notamment une loi de finances antérieure, qui a des impacts qu'à partir de 2023. Le contexte est le suivant. En règle générale, à l'occasion d'une élection présidentielle, les lois de finances sont modifiées en profondeur pour donner des orientations stratégiques qui correspondent soit à des projets d'un programme présidentiel, soit par une actualité qui modifie certaines orientations budgétaires. Il est d'usage que, en tout cas c'est ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, les lois de finances sont fortes et complètes, et en tout cas elles sont assez impactantes pour la vie des particuliers et des entreprises dans l'année qui suit une élection présidentielle. Cette année 2022, élection second mandat d'Emmanuel Macron, on est sur la continuité d'une politique qui a déjà été engagée à l'occasion du premier mandat, donc il y a assez peu de modifications, puisqu'on est alors à la fois en sortie de Covid et dans la continuité d'un premier quinquennat. Donc on a un contenu d'une loi de finances qui est pauvre. On pourrait résumer le premier quinquennat Macron par une tendance forte dès la première loi de finances sur l'allègement de l'imposition des entreprises,
dont les effets se poursuivent encore. On le reverra sur des sujets comme la CVAE, par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Également, donc un soutien fort des entreprises qui a été ponctué par le Covid. Et donc là, on est plutôt sur des mesures d'ajustement. On a quelques dispositifs qui poursuivent les orientations fiscales des années antérieures. Voilà. Donc, pas de changement majeur. On va le voir. Je crois que nous avons résumé ça en 4-5 slides qui sont davantage des continuités de dispositifs précédents. La première disposition qu'on souhaitait porter à votre connaissance, c'est l'imposition des entreprises. Donc, jusqu'à présent, nous avions un dispositif qui avait peu évolué dans son taux et également dans son seuil d'application, qui était le bénéfice de l'impôt à taux réduit pour les entreprises, et notamment pour les PME, c'est-à-dire celles qui réalisaient jusqu'à présent moins de 7 630 000 euros. 7 630 000 euros, ça correspondait à 50 millions de francs à l'époque. C'est pour vous dire à quel point ce seuil avait peu évolué depuis le passage à l'euro. Et donc, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisaient un chiffre d'affaires inférieur à 7,6 millions bénéficiaient d'un taux réduit à 15% pour la fraction de leurs bénéfices qui était comprise entre 0 et 38 120 euros. Donc, c'est un seuil qui existe depuis de très nombreuses années et qui n'avait pas été modifié jusqu'à présent. Il existe d'autres conditions pour pouvoir bénéficier de cet impôt à taux réduit. Il faut que le capital soit entièrement libéré et que ce même capital soit détenu soit directement, soit indirectement, avec un seul palier d'interposition, par des personnes physiques à hauteur de 75% minimum. Donc ça, c'est des conditions qui n'ont pas évolué dans le temps. Et ce qui est introduit dorénavant, d'application pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, c'est-à-dire que si votre entreprise clôture ses comptes au 31 décembre 2022, cette disposition est applicable. Le seuil de chiffre d'affaires passe non pas de 7 millions, enfin passe à 10 millions d'euros. Et la fraction de bénéfices soumise à l'impôt réduit de 15% passe de 38 120, qui correspondait à 250 000 francs, à 42 500 euros. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, à la marge, malgré tout. Alors, ça risque de faire rentrer dans le dispositif un certain nombre de sociétés, mais le passage de 38 000 à 42 500, ça fait une économie d'impôt de quelques centaines d'euros. Disons que c'était aussi l'occasion de pouvoir faire appliquer à ce seuil de 38 120 euros une petite inflation depuis les 20 années qu'il existait. Voilà pour ce dispositif-là. Autre modification, cette fois-ci, le statut de la jeune entreprise innovante. Alors, la jeune entreprise innovante est un dispositif qui existe en France depuis de nombreuses années et qui, il faut savoir qu'il y a une histoire dans le dispositif fiscal et social en France de soutien à l'économie innovante, symbolisé par deux régimes qui sont le statut jeune entreprise innovante et le crédit d'impôt recherche. Le statut jeune entreprise innovante est un statut auquel les entreprises récentes peuvent prétendre dès lors qu'elles remplissent un certain nombre de conditions, forcément. Et ce dispositif avait été, à l'occasion du Covid, avait été légèrement modifié pour ne pas pénaliser les entreprises, en l'occurrence celles qui rentraient dans ce dispositif-là. À l'occasion du Covid, la notion de jeune dans jeune entreprise innovante avait été modifiée puisqu'il fallait que l'entreprise ait été créée depuis moins de 11 ans. Voilà, le législateur a souhaité ramener cette durée à la durée qui était initialement prévue, c'est-à-dire 8 ans, à compter du 1er janvier 2023. Pour rappel, le statut jeune entreprise innovante a un intérêt immédiat qui est les exonérations assez fortes, puisque
On parle de réduction de cotisations sociales d'environ 3/4. Assez forte des cotisations sociales mis à la charge des entreprises. Et donc, c'est un statut qui est plutôt intéressant, qui a une durée de vie limitée, certes, mais qui est plutôt intéressant. Couplé au crédit d'impôt recherche, c'est des statuts qui sont... les entreprises innovantes, d'une manière générale, sont assez largement subventionnées en France. Voilà, le dispositif, on vous le précise, le dispositif jeune entreprise innovante prévoit également des exonérations d'impôts sur les sociétés, même si une jeune entreprise innovante souvent perd de l'argent au démarrage de son activité, on ne lui souhaite pas pendant 8 ans, mais voilà, sachez qu'il y a des exonérations de bénéfices et également de certaines cotisations locales. Disposition applicable en termes de TVA, ça fera le lien avec la facture électronique. Vous comprendrez que l'administration fiscale a souhaité mettre un accent fort, poussé aussi parce que d'autres pays le font, la notion souhaite mettre l'accent sur le recouvrement de la TVA dans les entreprises, parce que c'est une source de fraude qui est relativement importante, fraude ou erreur. Et donc, l'administration va créer des dispositifs de manière à rendre authentiques les factures. Aujourd'hui, l'authenticité d'une facture, ou en tout cas une facture est considérée comme conforme, notamment lorsque on peut justifier de l'authenticité de son origine, l'intégrité de son contenu, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être modifiable, et également sa lisibilité. Dans la loi de finances, on instaure un 4e moyen, c'est la notion de cachet électronique. Donc tout ceci nous amène petit à petit vers la notion de facture électronique, qui va être, et on l'a annoncé assez tôt à nos clients, courant d'année 2022, qui va être un vrai sujet sur les 2 années qui arrivent. Dernier dispositif, ma connaissance, fort en tout cas de cette loi de finances, on est sur la continuité de l'allègement des taxes qui sont mis à la charge des entreprises. Vous ne connaissez peut-être pas le terme, la contribution économique territoriale. En fait, la CET est le regroupement de 2 taxes auxquelles étaient assujetties les entreprises jusqu'à présent, la CVAE et la CFE. Alors la CFE, tout le monde la connaît parce que tout le monde la paye. En règle générale, au mois de décembre, lorsqu'on est supérieur à 3 000 €, on paye un acompte, en règle générale en juin, et un solde en décembre. C'est ce qui remplace ce que tout le monde a connu dans le passé, la taxe professionnelle. Et pour faire l'analogie, c'est l'équivalent de la taxe d'habitation pour les particuliers. Voilà. Donc ça, tout le monde la paye dès lors qu'on a un établissement qui est créé, la CFE. Tout le monde la paye. La CVAE, tout le monde ne la paie pas. Ne sont concernées que les entreprises qui réalisent plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, avec, donc ça c'est le seuil de déclenchement, avec une cotisation minimum, des abattements. Voilà. Donc ça a longtemps été considéré comme un impôt injuste. Cette CET, d'une manière générale, le souhait de Jacques Chirac à l'époque était de pouvoir supprimer de plus en plus cette notion de taxe professionnelle, et on a basculé quelques années après sur la CET. La CVAE est donc, comme son nom l'indique, une cotisation qui est assise sur la valeur ajoutée de l'entreprise et qui se calcule assez simplement. C'est la valeur ajoutée produite, une notion fiscale facilement calculable pour les contribuables, multipliée par un taux, ce même taux dépendant du montant du chiffre d'affaires, ou en tout cas de la taille de l'entreprise. Voilà. Donc, bon, Emmanuel Macron, arrivant au gouvernement, avait promis une suppression progressive de cette CVAE, comme un certain nombre de taxes locales. Et cette CVAE, la suppression programmée a déjà démarré, puisqu'elle a déjà été divisée par 2 pour l'année 2022. Elle va continuer à être divisée par 2 sur 2023, de manière à être totalement supprimée en 2024. Analogie également avec ce que l'on a pu connaître, notamment pour la partie taxe d'habitation chez certains nombres de contribuables particuliers.
Donc ça, c'est la CVAE qui va être supprimée petit à petit. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises parce que dès lors que l'on réalise un chiffre d'affaires assez conséquent, ce sont des montants qui sont qui peuvent être assez significatifs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La CFE, en revanche, il n'est pas du tout convenu qu'elle soit supprimée. Euh, elle fait partie du budget des communes. Elle est calculée en fonction de la valeur locative des locaux utilisés. Et donc, ce serait assez mal accueilli par les communes en France, cette suppression, elle participe au budget au budget de nos communes. Donc, pas de modification sur la CFE, espérons pas d'évolution significative pour pouvoir compenser éventuellement des pertes de CVAE. Voilà, donc c'est quand même la bonne nouvelle, la suppression progressive qui est confirmée, en tout cas, pour cette partie CVAE. Oui, il y avait ce point qu'on avait rajouté. Alors, il n'est pas issu de la loi de finances pour 2023, il est issu de la loi de finances 2022, celle de l'année dernière. Et c'est un rappel, puisque on peut avoir eu tendance à l'oublier. Nous avons fait nous-mêmes une newsletter en tout début d'année 2023 pour pouvoir rappeler cette obligation. Jusqu'à présent, il existe deux régimes, pour simplifier, il existe deux régimes d'exigibilité de la TVA. Lorsque l'on est prestataire de service, la TVA se paye au moment de l'encaissement d'une somme, un paiement d'une facture, un paiement d'un acompte, lorsqu'on est prestataire de service. Lorsqu'on est marchand de biens, ce qu'on appelle livraison de biens, la TVA était exigible dès lors qu'il y avait exécution de la livraison, donc transfert de propriété. La loi de finances 2022 avait prévu, avec une année de transition pour permettre aux entreprises de se préparer, que dès lors qu'il y aurait un paiement d'un acompte pour la livraison, en lien avec la livraison d'un bien, il y aurait exigibilité de la TVA. Et à cette occasion, nous avons, dans la communication que nous avons faite en newsletter en début d'année, nous avons suggéré à nos clients de se mettre en conformité à ce sujet, et notamment d'établir des factures à l'occasion des demandes d'acompte qui sont effectuées. C'était déjà une obligation assez peu pratiquée, mais n'oubliez pas, si tel est le cas, vraiment d'établir des acomptes. Ça permettra de se mettre à la fois en conformité et puis de payer la TVA à bonne date. Voilà sur cette partie. Je crois que la partie loi de finances est terminée. Vous voyez que c'est relativement limité. Il existe beaucoup d'autres articles dans cette loi de finances. Elle vous sera communiquée dans son intégralité puisqu'on a un support assez complet de l'intégralité des dispositifs. On peut parler notamment du crédit d'impôt pour formation du dirigeant ou d'un certain nombre de dispositifs qui sont soit légèrement modifiés, soit prorogés. Parce que parfois, je pense notamment à certains crédits d'impôt qui ont vocation à être éphémères et puis qui sont parfois rallongés parce qu'ils sont efficaces. Voilà. Donc, on a parlé la semaine dernière du crédit d'impôt formation des dirigeants. Il y a également le crédit d'impôt pour rénovation énergétique pour les entreprises, les métiers. Et donc, il y a plein d'autres dispositifs, mais ça, vous aurez davantage de détails sur le support qui vous sera remis. Merci, Christophe. Du coup, on passe à cette deuxième partie qui concerne la facture électronique. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce qui vient d'être vu concernant les dispositions qu'on a considérées comme essentielles de la loi de finances, à poser des questions dans le chat. Alors, le gros morceau de cette année et des 2 années qui viennent, comme l'a annoncé Christophe tout à l'heure, c'est le sujet de la facture électronique.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique, ou plutôt, qu'est-ce que ça n'est pas? Une facture électronique, au sens fiscal du terme, évidemment, ce n'est pas une facture papier. Bon, ça, c'est assez facile. Mais ce n'est pas non plus une facture que je qualifierais de numérique, c'est-à-dire qui est envoyée sous un format Word ou envoyée sous un format Excel. Et ce n'est pas non plus une facture qui est envoyée sous format PDF. Donc, une facture électronique, ça n'est pas tout ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une facture qui est créée, émise, reçue sous forme électronique. Et on va voir en fait sous quelle forme cela prend. Alors, il y a plusieurs formes qui existent et qui existent déjà d'ailleurs parmi les entreprises. Et on va voir juste après le format de facture X qui va être le format généralement admis pour la quasi-totalité des TPE, PME que constitue le tissu économique français. Une petite introduction aussi sur ce sujet de la facture électronique. Ça existe déjà aujourd'hui. C'est déjà obligatoire pour toutes les factures qui sont envoyées aux collectivités publiques depuis 2020 via une plateforme publique qui s'appelle Chorus Pro. Et aujourd'hui, en volume, la facture électronique représente seulement 10% des factures. Et il faut encore savoir qu'aujourd'hui, la faculté est donnée aux entreprises d'envoyer, sous réserve que leurs clients l'acceptent. Je mets de côté, évidemment, les collectivités publiques, où là, c'est une obligation, et que là, les dispositions qu'on va voir aujourd'hui ont vocation à inverser le mécanisme, c'est-à-dire à rendre l'émission de factures électroniques obligatoire, et donc mécaniquement, on va le voir, une réception également. C'est-à-dire chaque entreprise va devoir se mettre en capacité de recevoir des factures sous un format électronique. Donc voilà, là, quel est un petit slide pour rappeler ce que c'est et que c'est du coup fait de bout en bout. Donc création de la facture sous un format électronique. Elle sera envoyée, la facture, sous un format électronique, elle sera reçue sous ce même format et elle sera conservée. La conservation, on rappelle que l'archivage, c'est 10 ans en tant que commerçant, c'est parfois 30 ans pour les BNC. Et donc, l'idée, c'est de conserver cette facture sans modification jusqu'à la fin de sa période légale d'archivage. Alors, voilà ce que l'on va voir sur ce sujet et n'hésitez pas à interagir au fur et à mesure. Et Christophe, n'hésite pas à compléter aussi de ton éclairage au fur et à mesure. C'est un sujet sur lequel nous sommes, nous, experts comptables, forcément sensibilisés. Pour autant, on est dans un contexte de nouveauté avec un prisme législatif qui est très axé sur les grandes entreprises. Et donc, il y a petit à petit des évolutions, des précisions qui se font pour pouvoir mettre en application de manière concrète et de manière réaliste auprès des TPE et des PME. Et donc, il est assez possible qu'aujourd'hui, on n'ait pas encore la réponse à tout. Voilà, on va voir que c'est un dispositif qui se met en place petit à petit. Donc, on va parler du calendrier, du contexte, du calendrier, des acteurs, du dispositif qu'on met en place chez Récit, et puis on traitera les questions-réponses si on ne les a pas traitées au fur et à mesure. Alors, le contexte réglementaire, donc déjà, commençons par évoquer le fait que la France est un des derniers pays à mettre en place ce mécanisme. C'est un mécanisme en fait qui a été mis en place au tout début dans des pays qui sont connus pour des problématiques de fraude, donc notamment en Amérique du Sud. En Europe, les pays qui l'ont mis en place en premier sont des pays comme l'Italie, comme le Portugal, et qui ont, on en reparlera tout à l'heure, qui ont, grâce à ce dispositif, permis à l'État de réduire la fraude fiscale, s'agissant de la fraude à la TVA, et du coup d'augmenter les recettes. Donc, on est dans un mécanisme, une évolution internationale où la totalité des pays passe petit à petit sur ce mécanisme de facture électronique, et la France est plutôt en bout de chaîne et plutôt en retard, ou en tout cas dans les derniers pays
à y passer. Donc, c'est sur le plan légal, en fait, tout cela vient d'une directive européenne de 2006. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout neuf. Ça a été traduite au fur et à mesure dans le droit français avec une date butoir qui est fin 2025. Voilà, figurez-vous que c'est la date retenue pour la France, on va le voir tout à l'heure, pour une application parfaitement étendue et exhaustive sur la totalité des entreprises. Alors, quels sont les objectifs de cette réforme? Je vous l'ai dit, le premier objectif de l'administration fiscale, c'est de réduire la fraude à la TVA. Donc, le champ d'application de cette réforme importante, ce sont tous les assujettis à TVA. Et quand je dis assujettis, ça ne veut pas dire forcément des gens qui payent de la TVA ou qui reçoivent de la TVA, mais c'est tous ceux qui ont une activité économique, que cette activité soit soumise ou non, ou exonérée ou non de TVA. Et donc, cela inclut, par exemple, par exemple toutes les activités de santé qui ne sont pas soumises à TVA, mais qui sont des acteurs exonérés de TVA et donc qui vont rentrer dans cette réforme. Donc ça, c'est un objectif global pour le législateur, donc pour augmenter les recettes. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé en Italie depuis quelques années, il y a quelques milliards supplémentaires qui sont rentrés dans les caisses de l'État italien au travers de la mise en place de cette réforme de la facture électronique. Oui, on parle de 4 milliards de recettes fiscales supplémentaires hein, pour la TVA en Italie suite à la mise en place de la facture électronique. Voilà. Et en France, on estime, je crois que les chiffres, c'est entre 12 et 15 milliards de fraude par an, de fraude à la TVA. Et donc, on peut espérer, d'une certaine manière, en tant que citoyen français, que ce dispositif puisse permettre de faire entrer dans les caisses de l'État une partie de ce manque à gagner. Un deuxième objectif qui est là plutôt axé pour les entreprises, c'est d'accélérer les délais de paiement, puisqu'on va voir qu'avec tous les outils qui vont être mis en place, tout cela a vocation à fluidifier l'envoi, la réception, le paiement et les relances en fait de factures. Et donc tout ça devrait accélérer et améliorer d'une certaine manière la trésorerie des entreprises. Un autre objectif de cette réforme, auquel a été une difficulté à laquelle a été confronté l'État il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, pendant le Covid, l'État a été mis face à une situation dans laquelle, pendant cette crise sanitaire, il a dû prendre des décisions de manière urgente, en ayant au final assez peu le pouls de l'activité économique, puisque les seules informations qui remontent sont des informations qui sont mensuelles pour la plupart des entreprises, pas pour les petites, mais pour la plupart, et qui arrivent avec un bon mois de retard, puisque les déclarations, vous le savez, sont plutôt aux alentours du 20 du mois suivant. Et donc, ce dispositif qu'on va détailler au fur et à mesure, c'est un traitement au fil de l'eau des factures, et on va voir que du coup, ça va permettre à l'administration d'avoir le pouls économique au fil de l'eau et de manière absolument macroéconomique, puisque toutes les entreprises vont être concernées. Je précise à ce titre qu'il faut, alors c'est pas visible du grand public, mais l'administration fiscale a beaucoup investi dans ces infrastructures de manière à être en mesure de pouvoir traiter l'information qui provient des entreprises ou même des particuliers. Aujourd'hui, et on a pu le voir ces dernières années dans l'augmentation du nombre de services numériques proposés par l'administration fiscale. Je pense que chacun a dû s'en rendre compte. L'administration s'est énormément modernisée. Ça facilite aussi le quotidien de chacun, ou en tout cas le nôtre. Mais aujourd'hui,
c'est plus l'administration vieillissante que l'on a connue et ils sont très, très opérationnels. Et donc, oui, comme le dit Jonathan, ils auront les moyens d'en savoir beaucoup sur les entreprises demain et de traiter l'information pour avoir un peu de pertinence, voire même, bon, ce sera un peu Big Brother peut-être, mais en tout cas, l'administration est prête. Merci Christophe. Et du coup, un dernier objectif de cette réforme, c'est de d'améliorer la compétitivité des entreprises au travers d'une réduction des coûts administratifs. On a une slide juste après sur une traduction de ces économies attendues pour les entreprises. Et puis, à terme, on va voir que ce dispositif va aussi faciliter la préparation des déclarations de TVA, puisque la totalité des informations nécessaires pour établir une déclaration de TVA vont se retrouver dans un système globalisé et informatisé. Et donc, on aura à terme, avant 2030, je pense, ou je suis à peu près certain, avant 2030, des déclarations de TVA qui seront pré-remplies, à l'instar de ce que l'on peut rencontrer pour nos déclarations d'impôt sur le revenu ou pour l'ensemble des salariés. Eh bien, la case s'agissant du salaire est déjà pré-remplie et d'autres cases sont également pré-remplies. Voilà, c'est déjà le cas pour d'autres pays européens, le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Absolument. Voilà, une petite slide pour illustrer, parce que ce n'est pas forcément très intuitif, cette notion du coup de réduction de coûts pour les entreprises. Donc, on a deux études qui montrent que en prenant toute la chaîne de traitement d'une facture, donc de l'émission à l'envoi, donc l'envoi postal, la mise sous pli, le coût du papier, le coût du logiciel pour émettre, le fait ensuite de recevoir la facture, de la traiter, de l'accepter, de la valider, d'avoir un relancé, puis de payer. Eh bien, en fait, et de gérer le litige, toute cette chaîne amène à un coût de traitement qui est, donc là, il y a deux prix unitaires différents, qui est aux alentours de 12 €. Et compte tenu là, du dispositif qui a été mis en place, on s'attend à une réduction divisé au moins par 2, en fait, ce coût global de traitement. Et donc, il est attendu à ce qu'au final, il y ait une économie, une fluidification en fait, de ces processus pour les entreprises. Alors, tout cela va sans doute se traduire par des coûts logiciels, des coûts de produits, donc un coût supplémentaire, mais qui va venir remplacer des coûts humains et des coûts humains, en fait, principalement de traitement, d'émission de factures, de relance et autres. Le calendrier. Donc, il y a 2 dates principales à retenir. Et donc, il y a 2 axes, puisque quand on parle de facture, on parle mécaniquement d'un émetteur et d'un récepteur. Et donc, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, seront concernées à partir du 1er juillet 2024, puisqu'à partir de cette date, toutes les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre des factures électroniques. Et comme nous sommes tous clients d'une grande entreprise au travers, par exemple, de notre facture de téléphone ou d'électricité ou autre, eh bien, on aura tous l'obligation d'être prêts à partir de cette date à recevoir les factures électroniques émises par ces grandes entreprises. Donc, le 1er juillet 2024, c'est la première date qu'il convient de retenir. Et s'agissant de l'émission, en revanche, des factures, la plupart de nos clients, pour ne pas dire en fait tous nos clients, seront eux en obligation d'émettre des factures électroniques, donc des factures de vente, à partir du 1er janvier 2026. Ce qui ne veut pas dire que d'ici là, elles doivent rester les mains croisées. On va parler tout à l'heure. Ça veut dire que c'est au plus tard. Mais évidemment, elles ont la faculté de le faire dès le 1er juillet 2024. Alors, quels sont les acteurs de tout ce dispositif?
il y a trois acteurs, et pardon pour les acronymes. Il y a un premier acteur en fait qui est central, qui est le portail public de facturation, donc qui est la plateforme de l'administration fiscale sur laquelle seront déversés la totalité des flux de factures de toutes les entreprises. Donc ça, c'est donc un opérateur public. C'est une plateforme dont la création, le codage est en cours, ce n'est pas encore terminé. Et donc, c'est évidemment un acteur clé sur lequel vont venir se rattacher, se plugger ce qu'on appelle des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires. Ces PDP donc, seront autant le portail public est par définition public, autant les PDP seront des partenaires, des éditeurs, qui seront privés et qui offriront des services qui auront vocation, d'une part, à pouvoir déverser les flux sur le PPF, le portail public de facturation, et d'autre part, de recevoir naturellement les flux de factures d'achat, tout en apportant des services complémentaires sur les relances de clients, sur l'automatisation, sur l'anticipation de la trésorerie, voilà, sur un certain nombre de services qui vont venir faciliter la vie des entreprises. Et puis Ah ben non, vas-y, je te laisse terminer sur les acteurs, et puis après on répondra aux questions s'il y a eu deux questions. Ouais. Vas-y, je te laisse terminer, pardon. Et un troisième opérateur ou un troisième acteur que seront les opérateurs de dématérialisation qui seront des éditeurs qui n'auront pas la certification de plateforme de dématérialisation partenaire et qui pourront se plugger, se plugger, pardon pour l'anglicisme. Tiens-moi, Christophe a trouvé un mot français. Déjà, ils ne remplissent pas les conditions pour devenir des PDP. Ils seront des intermédiaires supplémentaires, on va dire, et qui ne pourront pas transmettre directement au PPF, donc au portail public de facturation. Ils seront un intermédiaire dans la chaîne. Absolument. Alors justement, on va voir juste après un schéma du dispositif où eh bien, on a évidemment au centre le PPF, le portail public de facturation, sur lequel pourront intervenir directement les entreprises, mais avec du coup un niveau de service qui sera très limité, parce que le cahier des charges, il a plus vocation à servir l'administration que les entreprises. Et donc, c'est pour ça que vous avez, entre le fournisseur A et l'acheteur A, vous avez en fait des flèches à double sens directement auprès du portail public de facturation. Mais plus vraisemblablement, l'essentiel des flux passeront sur les fournisseurs B et l'acheteur B qui sont en vert au-dessus par l'intermédiaire des PDP où chaque entreprise aura sa PDP, son éditeur PDP, ce qui leur permettra du coup d'émettre les factures et de les transférer sur le PPF et qui lui-même les transmettra au client et inversement de recevoir de manière quotidienne les factures qui leur seront envoyées. Christophe, tu voulais intervenir? Oui, en fait bon, ça nécessite de faire un petit retour. Là, il y avait une première question sur le champ d'application et le périmètre de la facture électronique s'agissant des micro-entrepreneurs et des associations de loi 1901. Je précise que micro-entreprise, compte tenu de son chiffre d'affaires, n'est pas soumise à la TVA, mais c'est une société qui rentre dans le champ d'application de la TVA. Donc, elle sera soumise vraisemblablement à la facture électronique, aux obligations liées à la facture électronique, notamment en émission, notamment en réception, ça va de soi, en émission vraisemblablement également.
s'agissant des associations de loi 1901, alors on n'a pas les mêmes sons de cloche. Selon moi, je crois que Jonathan est également de mon avis, ça reste des assujettis en soi. Pas forcément, ils peuvent être exonérés du fait de leur activité, mais il y a peut-être de la littérature là-dessus. Jonathan, tu vas en dire un mot? En fait, je pense qu'à partir du moment où une association, une activité économique, je pense qu'elle entrera dans le champ. En revanche, des associations qui ont un caractère, par exemple, cultuel ou exclusivement culturel, seront, en ce sens, non assujetties à TVA et du coup hors champ de cette réforme. Une deuxième question vient d'être posée s'agissant de pourquoi utiliser des PDP, je vais le traduire comme ça, et pourquoi ne pas rester sur la partie uniquement Chorus, qui est donc aujourd'hui la plateforme de dépôt lorsque l'on est contractant avec des administrations. On ne connaît pas le devenir de Chorus, hein, en fait, également dans le cadre de ce dispositif-là. Il n'est pas improbable que Chorus disparaisse avec la mise en place du PPF. En fait, c'est un peu le sens, de cette réforme, c'est-à-dire les PDP se feront une place dans l'écosystème avec le niveau de service qu'ils seront en mesure de pouvoir apporter aux clients. Quand les opérateurs téléphoniques sont arrivés sur le marché, on s'est dit, mais à quoi ça sert? Parce qu'on peut très bien téléphoner d'une cabine téléphonique ou téléphoner de chez soi pour joindre quelqu'un. Et certains pensaient peut-être qu'on n'aurait pas besoin des téléphones portables, sauf que les opérateurs téléphoniques ont créé des services autour des téléphones portables, l'Internet, les smartphones, voilà, enfin, tout ce qu'il y a. Et puis aujourd'hui, ça devient indispensable. Il n'y a plus de téléphone fixe ni de cabine téléphonique. Donc, il n'est pas improbable que les PDP deviennent un acteur et qui se substitueront deviennent des acteurs qui se substitueront au PPF, notamment par les services qui pourront. Oui, je sais bien que Chorus est gratuit. Je sais. Enfin, en tout cas, pour répondre, je ne suis pas certain que Chorus subsiste à la réforme. Il sera certainement remplacé uniquement par le PPF. Maintenant, c'est l'histoire qui dira si les entreprises communiqueront directement par le PPF ou si elles basculeront, parce que l'offre de service est intéressante, vers les PDP. Alors, donc, voilà, ce qu'il faut retenir s'agissant de ces acteurs, c'est que le PPF sera le seul portail qui transmettra les éléments de manière quotidienne, rappelons-le, à l'administration fiscale. Alors, je vais juste faire peut-être un complément d'information, puisque là, on parle d'entreprises qui émettent des factures. Il se trouve que toutes les entreprises n'émettent pas de factures, notamment les commerçants, donc gèrent plutôt une caisse. Et donc, il y aura en fait deux dispositifs. Le dispositif qui s'appelle le e-invoicing, donc qui va concerner, et dont on vient de parler, toutes les entreprises qui émettent des factures. Et puis, on aura un dispositif de e-reporting qui concernera toutes les entreprises qui sont soit des commerçants, donc qui utilisent plutôt un système de caisse. Et donc, il y aura un reporting à faire également avec une fréquence qui va dépendre de la taille de l'entreprise, mais pour les plus grandes entreprises, ça sera tous les 10 jours. Donc, ce dispositif de e-reporting va concerner tant les commerçants, donc qui n'émettent pas de facture, que les entreprises qui émettent des factures à destination de clients étrangers, puisque les clients étrangers, eux, ne seront pas connectés à cette plateforme, donc ils seront en dehors du périmètre de ce dispositif qui est un dispositif national.
Voilà, deuxième acteur, les PDP qui sont habilités à transmettre et à recevoir les données qui transitent par le portail public de facturation, et puis les opérateurs de dématérialisation, les OD, qui pourront apporter du service complémentaire et sans pouvoir transmettre au portail public de facturation. Et donc, je vois une question, la profession des comptables en pense quoi? La profession des comptables, alors moi, je vais vous donner et mon avis et ce que je perçois du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Le Conseil national a investi depuis bien longtemps ce sujet et donc une des premières PDP qui existe aujourd'hui s'appelle jefacture.com, qui est une PDP qui a été mise en place par les experts comptables, donc qui est à un stade de développement aujourd'hui, en tout cas de déploiement qui est assez limité, puisque la plupart des entreprises attendent en général le dernier moment pour passer au respect des obligations. Et donc, ça, c'est une opportunité, en fait, très clairement, que les experts comptables perçoivent. Et puis, c'est une opportunité aussi et surtout en termes de pilotage pour les entreprises, puisque nous, en tant que conseil, il est difficile pour nous d'accompagner les dirigeants quand l'information n'est pas actualisée. Transmettre un bilan fin avril pour prendre des décisions au jour le jour, en fait, c'est beaucoup trop tard. Donc, le caractère quotidien qui va prévaloir à partir de 2026 sur la gestion des factures, de l'émission et autres, va permettre très clairement aux entreprises de se doter d'outils de pilotage, de suivi de trésorerie, de maîtrise en fait de leurs activités qui seront beaucoup plus intéressants et beaucoup plus percutants et utiles en termes de gestion d'entreprise. Voilà pour mon avis. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non, je crois que alors, compléter, j'irai dans ton sens parce que ton avis et l'avis de la profession est plutôt le mien également. Oui, il y a la mise en place de la facture électronique et on imagine, parce que vous verrez qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens, mais on imagine qu'elle a vocation à rendre beaucoup de services aux entreprises et probablement aussi de renforcer le rôle de l'expert comptable sur de l'accompagnement et du pilotage d'entreprise. Donc, on trouve, enfin, en tout cas, c'est mon cas, et même les collaborateurs à qui on a longuement parlé du sujet, on trouve que c'est une bonne réforme, La collecte d'une information plus rapide, c'est une bonne réforme pour nos clients et pour nous. Alors, du coup, en pratique, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors, on a pris là un cas qui est particulièrement et volontairement un peu frappant, je dirais, en parlant de Monsieur Dupuis, qui est restaurateur et qui n'a pas changé ses anciennes habitudes de bien déposer ses pièces à sa comptable Mathilde. Bon, alors, fort heureusement, ce n'est pas le cas de l'essentiel d'entre vous. L'essentiel d'entre vous transmettent déjà par voie dématérialiser les factures, mais voilà, on peut dire qu'au 1er juillet 2023, il y a encore quelques entreprises qui fonctionnent avec du papier et qui déposent leurs pièces papier, qui se défont en fait de leurs pièces en nous les communiquant au cabinet. Qu'est-ce qui va se passer au 1er juillet 2024? Concrètement, Monsieur Dupuis, il va commencer à récupérer ses factures reçues sur le PPF. Et en fait, il aura pendant 2 ans, il aura une double pratique, puisqu'il aura et des factures potentiellement encore papier et quelques factures qui seront reçues de manière électronique. Et à chaque réception de facture électronique, il aura 4 jours pour accuser réception de la facture. Ça ne veut pas dire valider, mais ça veut dire accuser réception. Voilà. Et donc, il transmettra tous ces éléments et sa caisse à la fin du mois à Mathilde. Et puis, 1 an et demi après, au 1er janvier 2026, donc Monsieur Dupuis, c'est un restaurateur. Donc, lui, il ne sera pas dans le dispositif du e-invoicing, mais il sera dans le dispositif du e-reporting. Et donc, il devra envoyer sous le dispositif du e-reporting son chiffre d'affaires
Alors, on a mis là tous les 10 jours, puisque c'est le délai qui est annoncé pour l'instant, plutôt pour les grandes entreprises. Il y aura, comme je vous disais tout à l'heure, des aménagements très probables de délais qui seront plus longs pour des entreprises de taille plus modeste. Mais en l'état, c'est tous les 10 jours. Et si j'ai bien compris d'ailleurs au départ, ça devait être tous les 4 jours. Donc voilà concrètement comment ça va se passer pour vous. Et donc, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour vous, dirigeants d'entreprise? Eh bien, ce sera d'avoir une plateforme pour recevoir les factures électroniques dès juillet 2024. Donc, c'est une situation un petit peu particulière puisque aujourd'hui, on parle de PDP par simplification, mais il n'y a pas de PDP qui soit aujourd'hui certifié. En fait, il y a des candidats PDP. Les dossiers seront soumis à partir de septembre 2023 et on aura du coup une visibilité plus complète, plus parfaite, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont candidats pour être PDP. Et donc, nous, notre rôle en fait là-dedans, ça sera de vous proposer des partenaires, des éditeurs qui vous simplifieront la vie au maximum et qui seront compatibles avec vos outils. Un deuxième aspect qui va changer pour vous, eh bien, c'est d'avoir un outil, un logiciel de facturation de caisse qui va être capable d'émettre au format électronique. Ça veut dire que concrètement, pour ceux d'entre vous qui émettent des factures aujourd'hui avec un logiciel de gestion commerciale, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de votre éditeur pour vous enquérir du fait de savoir si ces factures qui sont actuellement émises sont conformes, donc émettent une facture X. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il y a différents niveaux de facture X et donc il y a 5 niveaux et il faut être à partir du niveau 3 en fait pour être conforme au dispositif. J'ai une anecdote à ce sujet, Jonathan. J'ai discuté avec un éditeur de logiciels pour que ce logiciel soit implanté chez un de mes clients et j'ai posé la question à l'éditeur pour savoir s'il était prêt pour la facture électronique. Et l'éditeur m'a répondu oui, oui, c'est bon, on peut mettre les factures en PDF et les envoyer par mail au client. Voilà, donc autant vous dire que l'acculturation de l'écosystème éditeur et entreprise a encore un peu de chemin à faire. Voilà. Maintenant, ça va être certainement effectivement vous noterez chez Récit beaucoup d'insistance à faire basculer nos clients vers des outils que l'on sait soit conformes aujourd'hui, soit en mesure de l'être compte tenu du sérieux de l'éditeur en question. Alors, en effet, merci Christophe, puisqu'il y a une partie de nos clients qui sont équipés d'un logiciel de gestion commerciale ou parfois d'un ERP qui a un module de facturation, parfois même des outils qui sont des outils maison et qui vont être des vrais sujets à adresser sans trop attendre parce que facturer, c'est juste vital pour les entreprises. Donc, tout changement, ça va forcément être des changements assez importants. Donc, pour tous ces clients-là, il faut, je pense, s'enquérir de cette question sans attendre. Et pour tous les autres, c'est-à-dire ceux qui émettent des factures papier, Word, Excel, PDF, donc qui ne sont pas des facturistes, donc qui ne sont pas des factures électroniques, eh bien, on vous invite très vivement à ne pas attendre le 1er janvier 2026 et à passer sous un logiciel de gestion commerciale qui sera conforme et qui émettra des factures. Et donc, alors, il y a ce sujet-là, il y a une question, Evolis est-il conforme? La réponse est oui. EBP est-il conforme au format? Alors, EBP est un éditeur. Il faudrait que vous précisiez. Je n'aurai pas la réponse s'agissant d'EBP, mais il faudrait préciser quelle suite de BP. Alors, BP est un acteur, on va dire, plutôt sérieux. Pour autant, il n'est pas improbable qu'il y ait un peu d'écrémage chez les éditeurs de logiciels, parce que certains ne pourront pas passer forcément aux factures électroniques, mais bon, j'aurais tendance à dire que ne vous faites pas trop de soucis sur EBP. Ça devrait être bon. En tout cas, ils ont encore un petit peu de temps pour le faire. On a encore une autre question. J'en profite, Jonathan. Le site du ministère n'est pas encore créé, donc aucune application n'est à jour.
Alors, il y a un cahier des charges aujourd'hui pour la facture électronique qui existe déjà. Donc, parce que ça fonctionne, notamment dans la grande distribution, ça fonctionne déjà, la notion de facture électronique. Donc, le cahier des charges. Après, la PPF, oui, la plateforme publique, la plateforme fiscale, oui, à ma connaissance, elle n'est pas créée à ce jour. Ouais. Ouais. Alors, on a aussi une question à laquelle on n'a pas répondu, qui est voilà, une question avant l'émission de la facture électronique. Est-il exact que les ME, alors que sont les ME? Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est les ME? Est-ce que c'est les moyennes entreprises ne sont pas obligées de rédiger une facture ou même une note? Les Alors, micros, ce sont les micro-entreprises. les micro-entreprises ne sont pas obligées de rédiger une facture ou même une note selon la prestation. En fait, là, on renvoie j'ai envie de dire, aux règles qui touchent à chaque profession et qui touchent également, là, en l'occurrence, on est sur du B2C et non pas du B2B. Et donc, il y a des sujets qui touchent à la profession, au montant des prestations. Et là-dessus, la facture électronique, sauf erreur de ma part, ne va pas changer les obligations. Dit autrement, quelqu'un qui n'émet pas de facture aujourd'hui, il ne va pas être mis dans l'obligation d'en émettre avec la facture électronique. Voilà, j'espère avoir été clair. Et puis le dernier point, pour savoir et bien identifier ce que ça change pour vous, dirigeants d'entreprise, pour nous, on est tous dirigeants d'entreprise autour de cette table, c'est d'être capable de gérer toutes les factures de manière dématérialisée. Et donc, en plus, avec une période où il y a une partie qui va arriver potentiellement papier, une partie qui va arriver potentiellement par mail avec un format numérique mais pas électronique, et puis une autre partie encore qui va arriver sous un format électronique pur. Et donc, c'est notamment pour cela que chez Récit, on a fait le choix de déployer l'outil MCF pour acculturer nos clients à l'utilisation d'outils numériques et du coup de s'habituer à transformer les processus qui sont des processus plutôt ou qui peuvent être plutôt manuels et papier en des processus dématérialisés de manière à entrer dans cette transition au fur et à mesure. Je rajouterai si on devait prioriser les actions chez nos clients, donc outillez-vous d'un logiciel de facturation et veillez à la conformité de vos factures. Depuis le 1er janvier, même je crois depuis le mois de décembre, il y a 4 nouvelles obligations, 4 nouvelles mentions obligatoires sur les factures. Et ça, c'est en préparation de la facture électronique. Donc, pensez à vous mettre à jour au besoin pour avoir envoyé quelles sont ces 4 nouvelles obligations. Les factures vont commencer à devenir un peu lourdes en contenu obligatoire. Donc, voilà, équipez-vous et mettez-vous en conformité. Voilà, on en arrive presque au terme. Du coup, je vous invite à poser rapidement vos dernières questions, parce qu'il nous reste une petite minute pour conclure. Moi, je conclus en vous faisant part du dispositif que nous avons mis en place chez Récit. Eh bien, ça fait presque un an qu'on a créé un groupe de travail pour assurer une veille permanente sur ce sujet de la facture électronique, donc, comme vous le comprenez, qui est très mouvant. On a évidemment, dans le cadre de ce groupe de travail, un sujet sur la sélection des partenaires et des éditeurs que nous allons pouvoir vous proposer dès qu'ils seront prêts. Évidemment, on a déjà formé nos équipes, la totalité de nos équipes comptables ont suivi une formation sur le sujet pas plus tard qu'au mois de janvier dernier. Ils ont été sensibilisés depuis le mois de juin 2022. Et puis, notre enjeu, c'est de pouvoir vous accompagner, de vous dire que notre sujet à nous, experts comptables, c'est de vous proposer des outils, des solutions pour que vous puissiez agir de manière conforme et vous permettre de vous centrer sur vos activités, sur votre business et évidemment, du coup, de plus avoir à vous soucier sur des sujets de nature purement fiscale. Alors, il y a 2 questions qui sont apparues. Le logiciel Henri, qui est le logiciel coupé à la solution Rivalis, à ma connaissance.
Est-ce que fonctionnerait pour une TPE? Je crois que ça fonctionne pour une TPE. Aujourd'hui, déjà, le logiciel Henri n'est pas un mauvais logiciel, hein, pour l'avoir vu fonctionner. Est-ce qu'il sera prêt pour la facture électronique? Je ne sais pas. Nous n'avons pas sondé cet éditeur-là en l'occurrence. Mais on le fera parce qu'on a quelques clients qui l'utilisent. Autre question, avez-vous contacté Chorus Pro pour demander s'ils sont opérationnels? Non, j'ai parlé de Chorus Pro tout à l'heure. Je ne sais pas quel est le devenir de Chorus Pro en tant que plateforme. Peut-être que Chorus Pro va disparaître pour devenir la plateforme fiscale, publique fiscale, la PPF. Ce qu'elle est aujourd'hui, en fait, hein, d'une certaine manière, mais elle n'est pas utilisée, en tout cas, les datas ne sont pas utilisées par l'administration fiscale. Voilà, ben, il nous reste à conclure. Vous remercier d'avoir été nombreux aujourd'hui. Voilà, je vais laisser la dernière salle avec des questions, mais je vous remercie d'avoir posé les questions au fur et à mesure. Vous pouvez compter sur nous. On va communiquer et le faire là dans les semaines qui viennent par des emailings qui seront faits de manière un peu répétitive pour ancrer en fait ce sujet, pour vous acculturer au sujet, puisque, comme le soulignait Christophe tout à l'heure, y compris des éditeurs n'ont pas bien saisi aujourd'hui encore la différence entre une facture électronique et une facture PDF. Voilà, vous pouvez compter sur nous, on sera à vos côtés dans les semaines, les mois qui viennent. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée, au revoir.